Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. J'aimerais commencer par l'Argentine parce que l'Argentine, c'est quand même une histoire majeure qui se passe là-bas. C'est une inflation, une inflation à 3 chiffres. Ouais, c'est exactement ça. Il y a eu une grave crise économique dans les années, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais 2003, 2004, 2005, c'était très compliqué. Ils se sont relevés, ils ont connu une nouvelle crise, ils se sont un petit peu relevés, et là c'est très très compliqué. Et en fait, le peuple en a vraiment marre, et le peuple est là, LAS, de cette situation. Ils en ont vraiment marre de voir leur monnaie se déprécier, tu vois. Et du coup, t'as une tonne d'institutionnels qui leur disent, écoutez les gars, Bitcoin, c'est comme ça, c'est bien parce que... en particulier. Voilà, Michael, notre ami Michael, il en rate pas une, mais je peux que le rejoindre parce que Bitcoin c'est 21 millions, pas un de plus, on peut pas tricher, on peut pas en imprimer, on peut pas en fabriquer à partir de rien. Je suis pas sûr qu'il puisse y avoir de l'inflation au niveau du Bitcoin, tu vois, à terme, écoute, je vois pas comment. C'est pas une question d'inflation, c'est que les pauvres, ils ont une monnaie qui est en train de partir en fumée. Ils ont une inflation qui est record dans le pays. J'ai envie de te dire, 100% d'inflation, c'est quand même beaucoup. T'arrives du jour au lendemain, déjà que le prix des matières premières était élevé, avait déjà explosé auparavant. C'est pas la première inflation, c'est quand même encore un autre épisode d'inflation. Et on se retrouve encore à doubler les prix alors qu'ils avaient déjà monté derrière. T'as déjà des gens qui avaient du mal à se nourrir. Et maintenant, c'est quasiment impossible pour une grosse partie de la population qui était déjà précaire de subsister. Donc, du coup, en fait, l'ennui, c'est que t'as pas de classe moyenne là-bas. T'en as de moins en moins. C'est-à-dire que soit t'es au top, soit t'es vraiment, vraiment dans la mouise. En fait, le problème, c'est que ça a tendance à pas se généraliser, mais cette tendance de très pauvre et très riche, c'est pas quelque chose qui est en train de se dupliquer un peu même dans les pays occidentaux. Là, on voit de plus en plus, même, je vais parler de la France. En France, on voit de plus en plus une classe moyenne qui devient précaire. On avait une classe moyenne qui était déjà apeurée parce qu'elle voyait un salaire qui lui permettait de vivre correctement, mais aujourd'hui, de moins en moins. On se tape quand même bientôt un 3e épisode d'inflation et on estime qu'il sera entre 17 et 27%. On a déjà eu une inflation, il disait 8-9%. On avait 25% sur certaines matières premières. Ouais, voilà, donc exactement. là, on va arriver en moyenne à 50% d'inflation. On n'est pas loin des 100%, mais on est très loin déjà des chiffres donnés par le gouvernement. Mais là, même moi qui suis confortable, j'ai la chance de ne pas regarder les prix quand j'achète quelque chose. J'ai commencé à regarder. Je pense qu'on est d'accord. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas forcément les prix, grâce à Dieu. Quand on va faire nos courses, on prend ce qui nous plaît et non pas ce qui est le moins cher. Par contre, c'est vrai qu'on se rend compte... On se dit, putain, mais attends, il y a un an, je payais un peu moins cher ce truc-là. Ouais. Et là, tu fais le total et tu fais le détail. Ok. Donc du coup, Bitcoin qui vient en sauveur. En fait, c'est même pas une question de sauveur, c'est que ça reste la crypto-monnaie qui est déjà d'une la plus connue au monde. Et derrière, il y a le plus d'adoption. 3e question, pourquoi j'ai adhéré au crypto entre guillemets et pourquoi j'ai décidé de bosser dans le secteur. Alors en fait... Je vais le dire, moi je suis arrivée dans les cryptos, on était en plein bull run, en gros c'est là où j'ai commencé à vraiment investir et je me suis dit mais génial, je vais me faire plein de thunes et tout. J'ai presque tout perdu. Par contre, quand j'ai commencé à creuser un peu tout ce qui était philosophie autour des crypto-monnaies, les origines, pourquoi le mouvement a été créé, là c'est bon, on m'a eu. Je me considère comme libertarienne et pour moi la liberté individuelle, la responsabilité individuelle prime au-dessus de tout. En tant qu'individu, on a des responsabilités, chaque choix qu'on fait a des conséquences sur notre vie et nous sommes les seuls maîtres en gros de nos choix et de nos vies. Tu vois, par exemple en tant que meuf, métisse, etc., j'aurais plein de raisons de dire non mais c'est parce que je suis noire, etc. Franchement, ça m'embête énormément. C'est pas des discours dans lesquels j'ai envie de tomber. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un monde où les gens se plaignent de plus en plus, où les gens essayent de se déresponsabiliser de plus en plus, ce qui amène l'État à avoir beaucoup plus de contrôle, prendre beaucoup plus de décisions sur nos vies. Bref, je vais pas refaire une vidéo dessus, ça sert à rien. Et c'est super important pour moi d'avoir ou de réussir à conserver une sorte de liberté au sein de mes idées. Pour moi, les cryptos, c'est ça. Pour moi, c'est pour ça que je parle beaucoup de Monero, c'est pour ça que je parle beaucoup de crypto-anarchisme, c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de Bitcoin comme système financier alternatif. C'est que j'ai trouvé dans ces outils-là, j'ai trouvé dans ces philosophies-là, ma manière à moi de pouvoir lutter et de pouvoir me dire que potentiellement, je vais pouvoir, in fine, conserver ma liberté. Donc je vais continuer à bosser dans ce secteur-là par idéologie, par conviction profonde, essayer de lutter au maximum avec les outils qu'on me donne au quotidien. Et voilà ce que représentent les crypto-monnaies pour moi et voilà ma philosophie par rapport à ça. Il y a le côté multi-employee ready. Donc si vous avez plusieurs employés, par exemple une compagnie de taxi ou un restaurant, avec notre solution,
chaque employé peut installer l'application et ils vont tous se connecter sur votre même compte Swiss Bitcoin Pay et donc passer par la même comptabilité et au final, les bitcoins vont arriver tous sur le même call wallet. Je suis un bar, j'ai 3 serveuses, elles installent ton app chacune sur leur téléphone et hop, c'est fini quoi. Elles peuvent utiliser leur propre téléphone à la limite ou l'iPad de la boîte. Exactement. Voilà quoi. Plusieurs devices peuvent être connectés au même compte et c'est parfaitement sécurisé, etc. Là, encore une fois, la grosse différence avec la Blue Wallet, par exemple, avec cette app, on ne peut pas envoyer de fonds, on peut uniquement recevoir. Donc ça, c'est super. C'est-à-dire que vos employés, vos carottes, vous ne peuvent pas taper dans la caisse. Exactement. Avec Blue Wallet, par exemple, si vous êtes boulanger et que c'est votre femme, bon, là, c'est votre femme la caissière, bon, là, c'est moins grave. Mais si vous avez, mettons, vous commencez à avoir un petit commerce un peu plus élaboré, bah là, on ne peut pas taper dans la caisse. Exactement. Ils peuvent également pas voir le montant total que vous avez sur votre wallet, combien vous avez reçu en Bitcoin total, ça, ils n'ont pas accès. Voilà, ça c'est caché. Et ils n'ont pas la totalité des transactions des autres devices, des autres employés. Il y a un historique des transactions, mais il est local à chaque entreprise. Donc vous avez accès à tout ce qui se passe. Par contre, vos employés à vous savent pas combien, qui a facturé quoi. Donc exactement. C'est pas mal. C'est très local, on va dire, c'est ça. Si vous avez 2 boutiques, pas de problème, ils ne savent pas ce qui se passe dans l'autre boutique. Exactement. Passons à la suite. Tornado Cash et son développeur va être relâché. Exactement. En fait, alors relâcher, le mot est fort, mais au moins il va pouvoir rentrer chez lui, parce que comme vous le savez, on en a parlé lors de points crypto précédents, le développeur de Tornado Cash avait été arrêté à l'époque aux Pays-Bas, et en fait attend encore aujourd'hui son jugement, mais depuis son arrestation, je crois en février de l'année dernière même déjà, je crois, parce que ça fait un moment cette histoire de Tornado Cash. Je me rappelle plus précisément, mais en gros ça fait un sacré moment qu'il est en prison. Et du coup, en fait, il était en prison sur la base de le mec a écrit un bout de code. Donc normalement, le code dans la loi internationale, le code c'est de la liberté d'expression, c'est protégé par le droit d'auteur et normalement on peut pas être mis en prison parce qu'on a écrit un bout de code. Et en fait, le législateur aux Pays-Bas l'a lui-même dit, on en avait parlé lors d'un point crypto, c'est qu'en fait, il ne comprenait pas le cas. Et il ne comprenait pas pourquoi le mec était en tôle. Donc, pour vous dire. Et du coup, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu on va dire une nouvelle demande de sortie de prison et ainsi de suite. Et du coup, là, la demande a été acceptée. Le développeur va pouvoir rentrer chez lui. Il n'a pas encore été jugé, donc il ne connaît pas encore son sort. Mais, comme je vous le disais, vu que les mecs ne savent pas, en fait, ne comprennent pas le cas, peut-être que son jugement arrivera d'ici peut-être quelques années, au final. Parce qu'en fait, ce que reproche le législateur à ce type, c'est d'avoir permis à la Corée du Nord, mais aussi à d'autres entités, blanchiment d'argent, on va dire néfastes et ainsi de suite, qui font du blanchiment d'argent, en gros, il l'accuse d'avoir facilité du blanchiment d'argent pour des organisations mafieuses, illicites et ainsi de suite. Sauf qu'en fait, lui, il l'a pas facilité, il a juste développé un bout de code qui automatise ce genre de choses. Mais lui n'a pas à être inculpé, en fait, juste parce qu'il a développé un bout de code. Vrai intérêt, je pense, à devenir contrarien dans la crypto-monnaie, puisque la majorité des gens, 95% des gens dans la crypto-monnaie, perdent de l'argent, malgré le fait qu'on soit sur un marché aussi performant. On est sur la classe d'actifs la plus performante de l'histoire de l'humanité. Pour autant, la majorité des personnes perdent de l'argent. Donc, on peut se poser des questions pourquoi. Hein. Je pense parce que la majorité des gens font du trading, se forment pas forcément, investissent au pire moment ou n'achètent pas dans des moments qui sont intéressants. Et d'où l'intérêt un peu, encore une fois, de cette vidéo, parce que on est, je pense, sur une période importante et intéressante pour ceux qui souhaitent accumuler sur un horizon de temps, par exemple sur 3-4 ans, en tout cas à l'heure où on tourne cette vidéo. On est sur le début de l'année 2023, donc il est possible qu'il y ait encore des corrections, il y a encore des incertitudes, mais je suis intimement convaincu que les crypto-monnaies seront là pour rester et que ceux qui auront la capacité à rentrer, par exemple, sur le marché, là où beaucoup de gens auront peur, et à sortir là où beaucoup de gens seront cupides et penseront que le marché rentreront plus haut, prendront des meilleures décisions et auront des meilleurs résultats que ceux justement qui feront l'inverse. Dernière news, amis, pari audacieux de Robert Kiyosaki sur le prix de l'or et la reprise imminente du Bitcoin. Donc on a l'odeur de Rich Dad pour Dad. En gros, Robert Kiyosaki, c'est un investisseur qui a sorti des bouquins, il est très très connu, a annoncé son intention de conserver du Bitcoin en plus de l'or et de l'argent en raison de la hausse des prix sur le marché de crypto-monnaies. Récemment, il y a eu des spéculations selon laquelle le Bitcoin finirait par se stabiliser
en tant que choix d'investissement, passant d'une option risquée à une option plus sûre. Cependant, pour que l'adoption du Bitcoin augmente et atteigne une statut de l'or numérique, il faudra probablement beaucoup plus de temps si cela se produit. Mais bon, nous, on est patients, hein. Robert Kiyosaki a réagi à la prédiction d'un effondrement du prix de l'or fait par l'influenceur Steve Van Meter face à la possibilité que l'or chute à $1000. En gros, là, il a 2000, il ferait diviser par 2. L'auteur donc de Rich Dad Poor, de Robert, a déclaré qu'il continuerait d'acheter de l'or si cela se confirmait. Cependant, une chute du prix de l'or pourrait entraîner une hausse du prix du Bitcoin en tant qu'effet domino en raison de la corrélation inverse traditionnelle entre ces deux actifs. Or, même si depuis la faillite des banques, ils sont un peu plus corrélés, mais d'habitude, ils étaient, inversement corrélés. En général. Et on a Steve, alors Robert qui nous dit Steve, que je respecte, prévoit que l'or s'effondrera à $1000. Il affirme que les marchés sont fatigués d'attendre que l'or monte en flèche. Si l'or tombe à $1000, j'en achèterai davantage. Je suis un investisseur, pas un trader pour moi. L'or, l'argent, les bitcoins sont de l'argent véritable. Aouh, ben oui, on est d'accord avec toi, Kiyosaki, voilà. Et donc, le pari de Kiyosaki, Bitcoin, or et argent, dans un contexte de corrélation positive entre l'or et le Bitcoin, Kiyosaki se prépare à tirer profit de la situation, quelle que soit l'évolution du marché, alors que certains investisseurs pourraient hésiter face à ces prédictions, il reste convaincu de la pertinence de sa stratégie d'investissement diversifié. Seul l'avenir nous dira si les paris audacieux des Kiyosaki s'avèrent fructueux. Alors franchement, entre nous, de parier sur d'acheter du Bitcoin, de l'or et d'argent, théoriquement, ça devrait bien se passer pour toi. On voit qu'avec tout ce qui se passe autour des monnaies fiat, la surimpression des monnaies, malheureusement la surdévaluation des monnaies, les gens reviennent sur l'or. Et je pense, alors ça c'est mon avis personnel, tu me diras ça en commentaire, ce que t'en penses. Mais moi je pense que, vu malheureusement la surinflation des monnaies fiat, parce que le gouvernement n'arrête pas d'imprimer, je pense que l'or va jouer de plus en plus de choses dans le futur en tant que valeur refuge, en tant que valeur qui va backer peut-être des nouvelles monnaies et compagnie, tout simplement parce que les monnaies fiat, ils ont fait un peu du gros n'importe quoi. Avant l'or, on s'en foutait, on le mettait en réserve et puis basta. Mais je pense que maintenant, l'or va jouer de plus en plus de sa valeur et ça va être quelque chose de très important dans le futur. En tout cas, moi, mon avis personnel, c'est prendre de l'or, de l'argent et du Bitcoin. Je trouve ça très bien. Après, chacun son avis, bien sûr, les amis. Ça, c'est un article quand même qui fait plaisir. C'est Standard Chartered, donc c'est une très très ancienne banque anglaise que vous connaissez parce que c'est le sponsor maillot de Liverpool, donc vous avez déjà vu ce logo-là. Et la banque britannique nous annonce que ça y est, on est sorti d'un marché bearish, ça on l'avait vu, et il nous annonce que le Bitcoin devra atteindre $100 000. Vous le savez, à titre personnel, je pense que c'est très très compliqué de faire des prévisionnels de ce type-là. Mais pour moi, 2024-2025, le Bitcoin ira entre 100 000 très largement et même $200 000. Entre 2017 et 2021, le précédent ATH était 20 000, on a fait 70 000, plus de x3. Je pense que c'est pas impossible qu'on fasse quelque chose qui soit autour de x3, donc on aille chercher peut-être 150, 200 000 euros, mais en tous les cas, c'est une très très bonne nouvelle, et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, quel que soit le contexte actuel qui est très difficile. On prépare 2024. La situation est compliquée en ce moment, mais on le verra, il y a toujours beaucoup d'espoir à horizon 2024. Donc en gros, on voit que Biden est en train de poser ses pions, de préparer sa possibilité d'avoir sa guerre à lui, puisqu'on sait que tout président démocrate doit avoir une guerre durant son mandat, sinon c'est pas un vrai président démocrate. Donc du coup, monsieur Biden est en train de poser ses pions. Alors il a mis des pions contre la Corée du Nord, des pions contre la Chine, des pions contre la Russie. On aurait préféré qu'il prenne des pays un peu plus petits, un peu moins agressifs, mais visiblement il est chaud patate. Alors heureusement qu'il oublie en général comment il s'appelle tous les matins, parce que on a une bonne chance qu'il oublie ses envies d'agressivité tous les jours, et que le temps que la mayonnaise elle remonte, on a encore une petite chance. Alors, Indonésia. Qu'est-ce que je vais vous mettre en français parce que je sais pas pourquoi tout s'est mis comme ça. Voilà, l'Indonésie suit la voie de la dédollarisation des BRICS, déclare le gouverneur de la Banque centrale. Très important ce qui est en train de se passer dans le monde aussi. Hein. On a bien compris, hein, tout est dans le titre, hein, dédollarisation, d'accord, des BRICS. Hein, et on a bien compris le combat justement contre les Américains, contre le dollar américain qui domine le monde, qui décide de tout, qui décide qui a raison, qui a tort. Tu peux donner ton argent, on peut te le donner ou pas te le donner, tu peux le transférer, pas le transférer. C'est ce système du dollar là qui veut maintenant passer à la poubelle, et ça va se faire, hein, ça va se faire, mais avec le temps, mais ça va se faire, hein, ça c'est clair. Hein. Il y aura, alors ça va peut-être faire un écart encore plus grand entre Est et Ouest dans le monde. Bon, ça c'est encore un autre problème. Et voilà, on en reparlera sur une vidéo un jour, on approfondira tout ça. La dette publique américaine, c'est-à-dire tout l'argent qui est dû par le gouvernement américain, vient d'atteindre son plus haut historique à 31 500 milliards de dollars.
Un chiffre incroyable qui a grossi de 8 000 milliards de dollars depuis seulement 2020. En 2007, les États-Unis étaient endettés à 62% de leur produit intérieur brut. Aujourd'hui, ils sont endettés à 129% de leur PIB, un véritable record qui dépasse même le niveau d'endettement extrême que le pays avait connu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La dette des États-Unis correspond aujourd'hui à l'équivalent de 94 000 dollars pour chaque citoyen américain. Et en tenant compte de toutes les dépenses obligatoires qui ne sont pas financées à l'heure actuelle, le poids total de la dette se chiffre à plus de 550 000 dollars par citoyen américain. Un chiffre qui paraît exorbitant, surtout quand on le compare avec le niveau d'épargne médian des citoyens américains qui se situe entre 3 000 et 9 000 dollars par foyer. Et malheureusement, la situation du budget du gouvernement est tout aussi inquiétante. Selon un rapport récent du Bureau fédéral du budget américain, les revenus actuels du gouvernement se chiffrent à 4 800 milliards de dollars sur un an, mais ses dépenses, elles, sont estimées à 4 600 milliards de dollars sur un an. Sur les 4 800 milliards de dollars de revenus, il ne reste donc que 200 milliards de dollars au gouvernement pour payer les intérêts sur sa dette. Et c'est là que les problèmes commencent. Le montant des intérêts sur la dette pour l'année en cours est actuellement estimé à 700 milliards de dollars. Et surtout, ce montant pourrait monter à plus de 1000 milliards de dollars si la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, continue sur sa trajectoire de hausse des taux d'intérêt directeurs. Les États-Unis peuvent donc s'attendre à opérer avec un déficit budgétaire qui pourrait se rapprocher des 1000 milliards de dollars. Autrement dit, les revenus du gouvernement américain ne lui permettent pas de payer les intérêts sur sa dette et le gouvernement risque de devoir dépenser en 2023 environ 1000 milliards de dollars qu'il n'a pas. Ce déficit budgétaire abyssal suit donc lui aussi une trajectoire assez inquiétante. En fait, cela fait plus de 22 ans que le gouvernement américain n'a pas opéré avec un excédent budgétaire. Et face à ces déficits qui continuent à s'accumuler sous forme de dette, plusieurs solutions se présentent. La première, c'est d'augmenter les impôts afin d'augmenter les revenus du gouvernement et de réduire le déficit. Mais les impôts sont déjà relativement élevés et trop d'impôts risquent d'engendrer une baisse de la productivité et donc moins de revenus pour le gouvernement. C'est donc contre-productif. La deuxième solution, c'est l'austérité qui consiste à baisser les dépenses publiques. Mais le problème, c'est que c'est une mesure extrêmement impopulaire et donc aucun parti politique ne semble prêt à se soumettre à cette rigueur. La troisième option est clairement la moins douloureuse, en tout cas sur le court terme. Elle consiste à émettre de la nouvelle dette pour payer le déficit budgétaire. Autrement dit, emprunter encore plus d'argent. Voilà, c'est vrai que BlackRock, en gros, a vendu 25 millions de ses actions, ce qui fait potentiellement peur à beaucoup, puisque quand il l'a fait, la dernière fois, c'était pré-Covid, juste avant le crack. Donc il y en a beaucoup qui diront, bah ouais, mais voilà, ils le disent. C'est vrai qu'on en a parlé juste avant, on ne peut pas miser toute notre psychologie, voire nos prédictions, etc., que sur BlackRock. Moi, je ne traite pas là-dessus. Après, je le garde, je mets un petit post-it derrière. Gardez-le en tête. En effet, il en a vendu. C'est clair. Après, mon scénario est aussi que aujourd'hui, on est sur quand même des valeurs très hautes sur les marchés traditionnels. Voilà, ça on en avait parlé. Et il n'a plus beaucoup à attendre de l'action BlackRock. Par rapport au Bitcoin ou d'autres qui sont quand même un petit peu... Alors, est-ce qu'il va changer son fusil d'épaule? On ne le sait pas. Et parce qu'on ne le sait pas tout ça, je ne veux pas interpréter cette action-là. Tout à fait. Ouais. On est sûr de rien. On est toujours sur le gros support. Je vous rappelle que c'est un gros support weekly. On peut même dire un support mensuel parce qu'il traîne depuis quand même pratiquement 2015. Ce gros support sur le dollar. Ancienne résistance qui maintenant joue le rôle de support. Donc, ce qu'on ne veut pas voir, c'est bien entendu un rebond et casser ce niveau-là pour valider un gros W weekly, retournement haussier, et du coup, le dollar repartirait à la hausse. Et ça, bien évidemment, on aurait un baissier sur le moyen, un Bitcoin sur le moyen long terme baissier. Et si ça se produisait, on irait fort probablement recasser les 20 000 dollars sur le Bitcoin, voire même retester les plus bas, donc les 15 000 dollars, et pourquoi pas même, si ça se prolonge, aller faire des nouveaux plus bas. Donc c'est pas ce qu'on veut voir. Un nouveau petit rebond ici, pourquoi pas, c'est pas la fin du monde, ça nous donnerait juste une correction un peu plus profonde sur le Bitcoin, par exemple pour aller rechercher, vous voyez que là on a un sommet, on a une chute, donc on arrive sur un support, il pourrait encore une fois rebondir, si c'est par exemple juste pour aller chercher les 0,382 ici au 102, ou pourquoi pas la zone de rechargement ici.
Ça nous donnerait une plus grosse correction sur le Bitcoin, parce que je pense pas que sur plusieurs semaines, ils vont continuer à aller dans le même sens. Donc ça, à la rigueur, ça passe, mais si on revient là, et pire, on casse ce niveau-là, malheureusement, ça sera très bearish pour le Bitcoin. Donc, comme d'habitude, on continuera à surveiller ça attentivement. Allez, on attaque sur le monthly. Donc monthly logarithmique, un schéma qu'on connaît. Donc monthly, on rappelle, une bougie égale un mois. Donc voilà, l'avantage du monthly, qu'on va grossir un petit peu ici, c'est qu'on ne voit pas les secousses. Donc on est vraiment sur un objectif plus long terme et voilà, on ne voit pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur des bougies, si ce n'est les mèches. Donc on voit tout simplement si ça monte ou si ça descend vraiment à plus long terme. Sur ce monthly, globalement, on est bien par rapport à tout ce qu'on a raconté, par rapport à ce qu'on attendait. Donc on va faire des petits rappels donc rapidement, hein, divergence comme on l'avait montré, zone de capitulation ici qui nous a donné vraiment à la cassure de la ligne la zone de bottom probable, et on avait dit que ça pourrait prendre potentiellement plusieurs mois pour pouvoir remonter un petit peu sur le RSI. Donc actuellement c'est effectif et on attend encore vraiment des mouvements haussiers sur le monthly, donc sur le moyen et le long terme, donc ce qui n'exclut pas d'avoir des petits retracements, on va dire, à plus court terme. Sur le monthly, donc, c'est simple dans le sens où on a moins de bougies et on va regarder un petit peu jusqu'où on peut attendre de monter. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on avait déjà dit depuis un certain temps. Voilà, on avait fait vraiment vidéo spécifique. Donc le plan à la base sur le monthly, c'était vraiment le rebond intercycle. Donc là, c'est vraiment ce qu'on attendait, d'accord ? On n'est pas en train de repartir sur un bull run, comme vous pouvez le voir vraiment sur Twitter. Il y en a pas mal qui s'amusent à tracer un petit peu des flèches, on va dire très optimistes. Donc nous, on va dire depuis plus d'un an, on attend quand même le rebond intercycle et on attend le bull run logiquement après le halving. Donc qu'est-ce qu'on entend par rebond intercycle ? C'est un rebond au milieu du cycle, hein, d'accord ? Donc ça ne nous permet pas au milieu de cycle, on n'a pas assez d'essence, il n'y a pas assez d'acheteurs, il n'y a pas assez de liquidité, le halving n'est pas encore effectif et on n'a pas, si vous voulez, de raison qui nous permettent d'aller chercher vraiment des points plus hauts comme ceci. Sur ce monthly, donc jusqu'où on monte, simplement on va reprendre les dernières bougies, donc ça se fait vraiment à l'œil, hein, on voit les clôtures simplement, donc on a un premier niveau ici, on a un deuxième niveau ici, on a un deuxième niveau là. D'accord, globalement on peut attendre d'aller rechercher cette grosse zone intermédiaire, d'accord, pas trop haute et pas trop basse, et ça c'était vraiment le gros plan qui avait été fixé, donc on avait donné vraiment les 30 000 pour première zone de TP, et sur les points hauts ici, on avait donné les 48 000, voilà, de tête 48 000, et avec un point intermédiaire sur les 38, donc les trois gros TP qu'on attend depuis plus d'un an, c'est vraiment ces trois grosses zones là, d'accord, donc c'est un peu des chiffres, on va dire ronds ou alors semi-ronds, donc voilà, 30 000, 40 000, 50 000, hein, vraiment pour pas tergiverser. Alors, chers amis, c'est parti. Écoutez, on se fait ça directement et proprement. L'échec sous 30 000 $ a d'abord des raisons chartistes. Alors, on va reprendre les choses depuis le... On va comprendre, vous allez voir, je vais même vous proposer un petit parallèle avec ce qui s'était passé à l'été 2020. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on va avoir un bull run comme ça n'a rien à voir. C'était le bull run post-Covid, les taux d'intérêt à zéro. Vous voulez que je vous fasse peur, que je vous montre où en sont les taux d'intérêt, mais vous suivez ça comme moi, donc on compare pas, on s'en fiche de ça. On regarde ce qui s'est passé ici. Alors déjà, revenons sur la genèse du rebond. Tout a commencé, ça a été dans le sillage ici du décrochage de l'affaire FTX, avec une situation de divergence haussière. Le creux, le nouveau plus bas ici de l'affaire FTX, qui d'ailleurs au passage venait retracer 50% de toute la phase haussière du Covid, était en situation de divergence. Alors voilà, on peut en trouver dans le passé d'autres exemples. Très bien. Alors ensuite, on a eu quelque chose d'hyper classique. Le prix a validé. Pour moi, le point de départ du rebond, c'était le dépassement des 20 000 $. La réintégration de l'ancien record historique et l'activation de la divergence. On avait vraiment le parallèle avec ici 2019. Le RSI, on va prendre l'exemple du RSI pour représenter le momentum, a dépassé 50, a fait son petit range au-dessus de 50, ici il avait fait une petite pause et a continué de pousser. Sauf qu'ici, regardez exactement dans quelle situation nous sommes. Nous sommes, je pense, dans une situation similaire à celle de août 2020, où on avait, alors pour certains ici c'est une structure en épaule tête épaule inversée, bon il y a peut-être une pattern, alors d'autres la voient aussi encore ici, ou un V-bottom, peu importe. Ici à l'époque, regardez, le marché avait dépassé la ligne de coup, avait atteint sur l'indicateur technique RSI le niveau des 70, touchait à 70 et un mouvement de retour sur la ligne de coup avant de prendre 3-4 semaines et de repartir. Après là, c'était le Covid, hein, donc on va pas comparer. Mais sur le plan du momentum, voilà. Lorsque le cours du Bitcoin s'est présenté au contact des 30 000 $, il a atteint, il n'est pas entré, il a atteint la limite de la zone de surachat selon l'indicateur technique RSI. Ce que je veux dire par là, c'est que
À la question de savoir, est-ce que les chèques sous 30 000 $, autorise encore le scénario haussier annuel, je veux dire, tant que le marché préserve la construction technique haussière, c'est-à-dire en fait tant qu'il se maintient au-dessus des 25 000 $, mouvement de retour, sur le plan des graphiques de moyen long terme, il y a la place pour revenir à 25 000 $. Par contre, là, ce sera le niveau impérativement préservé pour espérer davantage de hausse. Donc ça, c'est la première chose. Alors par contre, il est vrai que, faisons face à la réalité, il y a eu un petit piège haussier ici lors de la clôture hebdomadaire de la semaine du 10 avril, qui était le dépassement des 28 800 $, et ça a été repris à la faveur de cette structure qui n'est pas un avalement baissier, parce qu'on n'a pas ouvert au-dessus du corps, mais qui est quand même une bougie qui est moche. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que pour le moment, le repli s'inscrit dans une construction technique et là de simple prise de profit suite à une situation de proche surachat technique. Plush qui a été considéré donc comme une arnaque complète. Donc c'est très drôle quand on commence à regarder un petit peu, et c'est de ça que je vous dis, quand vous faites une recherche fondamentale, on a ce devoir en tant qu'influenceur, en tant qu'analyste, de vous guider dans votre recherche fondamentale. Moi, j'en fais 3 principales. La première, c'est qui sont les fondateurs de ce projet. Et si vous regardez qui sont les fondateurs de ce projet, en 2 secondes, vous avez compris que le personnage avait éventuellement été condamné pour détournement de fonds, pour faux et usage de faux, ou je sais plus trop quoi. Et bon, derrière, vous y allez pas. En fait, c'est assez simple. 2, qui sont les investisseurs de ce projet-là? Bon, vous avez compris que c'était principalement des investisseurs particuliers. C'est pas bon l'histoire. Il n'y a pas du Venture Capital derrière, il n'y a pas du Éric Larchevêque derrière, il n'y a pas du qui veut être mon associé derrière. Vous avez compris un peu la démarche? Ça, c'est super important. Troisièmement, l'utilité. L'utilité est plutôt chouette. On peut regarder très rapidement par rapport à ce petit teaser. C'est sympa quand même. Il y a un film d'animation qui va sortir là, qui s'appelle Plush. Plush. Ça s'appelle Plush. Plush. Je suis hyper excitée parce que je participais à un projet trop bien qui s'appelle Plush. C'est ce bon vieux Gims pour vous servir. Ouais, c'est ce bon vieux Gims pour vous servir. Salut Gims. Bon, grosso modo, ils ont ratissé large par rapport aux influenceurs. Il y a des influenceurs qui sont très connus et très reconnus dans le monde francophone. Donc voilà, Nounours, Crypto-monnaie, Dubaï, mauvais film, quelques 700 investisseurs ont perdu plus d'1 million d'euros dans le projet du film. Ils avaient, d'ailleurs, très rapidement, vous avez compris qu'ils ont pris des statistiques par rapport à des films de Universal, notamment de Moi, Moche et Méchant, notamment des Mignons par rapport aux statistiques. Il faut comprendre quelque chose, c'est que ces films-là, si on promet des x7, x10, x tout ce que vous voulez, c'est pas complètement délirant. Mais ça ne suffit pas, le marché français. Ils l'ont vendu comme un film dit international, je dis pas du tout le contraire, mais vous levez, avec 1 million d'euros, vous faites rien. La moyenne des films français, qu'il faut comprendre que 93% des films réalisés en France ne sont pas rentables. Il faut le comprendre. C'est le contribuable, en réalité, qui paye les films français, dans la grande majorité. Il y a très peu de films français qui sortent et qui sont rentables. La plupart ne sont pas rentables. Je crois qu'on parle de 93% des films en France qui sont faits par des grands acteurs, sans les citer, parce que j'ai pas envie de les associer à ce truc-là, mais les plus grands acteurs français partaient du principe que leurs films ne rapportent pas d'argent, ils en perdent d'ailleurs. Donc, il faut comprendre que Moi, Moche et Méchant, Les Mignons, etc., qui a été propulsé par Universal notamment, donc ces beaux films d'animation, que ce soit Disney, que ce soit Pixar, etc., en grosso modo, c'est entre 80 millions et 120 millions de dollars de financement. 80 millions, 120 millions de dollars. Donc on est très loin des 80 millions, 120 millions de dollars. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise idée. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas y aller. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Je veux juste dire qu'il y a des red flags qui étaient relativement présents, qui étaient en fait déjà dans ce truc-là. Pourquoi c'est difficile d'en échapper? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on le constate, Hermès, t'es ralenti, mais c'est super facile de le dire quand Mediapart sort son papier. Ouais, on était en plein bull run. Il faut comprendre que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, ça. Donc quand ils ont vendu leur NFT en promettant Mondes et Merveilles, il y en a qui ont mis plusieurs milliers d'euros. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier, pas plus de 1% du capital, quel que soit le projet qui vont vous hyper le plus du monde. Eh ben, ne mettez pas tout votre capital dedans, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de drames humains après par la suite qui surviennent. C'est toujours très difficile dans cette forme de dépression. On peut avoir de la colère, on peut avoir de la culpabilité.
Il faut parler, on est là pour parler, le Discord est aussi là pour parler, bien évidemment, et je suis là aussi pour vous écouter si vous en ressentez le besoin. Aussi, aujourd'hui, au niveau de l'intelligence artificielle, en fait, je sais pas si vous savez, mais en gros, on a Solana Labs qui a fait en fait un plugin qui va être en open source, donc accessible pour tout le monde. Et en gros, ce plugin permettra en fait à ChatGPT de vérifier les soldes des portefeuilles, de transférer des tokens natifs de Solana et aussi d'acheter des tokens en fait, enfin des NFT, dès que en fait OpenAI rendra dispo en fait les plugins. Normalement, ça arrive avec ChatGPT 4, donc les prochaines versions en gros. Donc en tout cas, voilà, c'est une excellente nouvelle aussi. En fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où elle a accès à Internet, et c'est pour ça que c'est tous les plus grands esprits du monde travaillent là-dessus. À partir du moment où elle a accès à Internet, elle a accès à Internet. Donc, qu'est-ce qui l'empêche, en tant qu'IA et plus intelligente qu'un humain, d'aller hacker un truc? Ouais, d'aller se mettre dans des serveurs et de créer des backups. Si tu regardes les films de science-fiction, là où ça va plus loin, à chaque fois, c'est quand elles ont des accès à des choses, elles peuvent contrôler quelque chose. Là, si elle peut juste avoir accès à Internet et hacker quelque chose, elle va le hacker, il va rien se passer. Aujourd'hui, on n'est pas encore régi par des robots. Non, mais imagine demain, t'as des robots. Aujourd'hui, dans ta maison, t'as pas un robot qui te sert, par exemple, ou que la femme de ménage est remplacée par un robot. Mais imaginons demain, on va plus loin, comme dans certains films de science-fiction qu'on a vus. T'as des robots où à l'intérieur, du coup, ils ont des informations qui sont données par des IA. C'est là où, à mon avis, il faut faire attention parce que là, il y a plus vraiment de limite jusqu'à où elle peut contrôler quelque chose qui est pas tangiblement humain. En fait, c'est ça le challenge, c'est où est la limite? Tu la mets où la limite? Moi, c'est ça la grosse question. Même c'est à nous la mettre, mais pas tant que ça. Si c'est self-learning oui, mais et que tu apprends de toi-même, après c'est à toi de, je sais pas, dans ton code, je vois pas comment ça peut être. Je vous mets une parenthèse pour le débat. C'est que dans les films de science-fiction, il y a toujours des robots en effet. Il y a toujours des humains sur Terminator, etc. Il y a toujours un robot et en fait l'IA est dans le robot et le robot nous tue tous. Mais il y a un humain partout dans tous les films. Ouais, mais c'est pas très réaliste parce que demain une IA vraiment vas-y, va dans 1000 ans, tu vois, l'IA méga intelligente, tu comprends même pas à quelle vitesse elle est intelligente. Elle a pas besoin de robots pour tuer tout le monde, pour foutre le bordel avec les réseaux sociaux. Elle peut ingénierer un virus et l'envoyer dans l'air. Elle peut prendre le contrôle d'ogives nucléaires en Russie et les balancer sur les États-Unis, etc., etc. Tu vois, il y a aucun besoin d'avoir un robot comme dans Terminator. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.